Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Il est allé faire l'état des lieux des structures sanitaires de l'Ouest. Le ministre de la Santé était dans les régions du Tonkouy, Cavali et Guémon. Akaolé veut une meilleure orientation de la politique sociale du gouvernement en matière de santé. Il mobilise les agents pour réussir ce pari et un lot de médicaments offerts. L'aéroport de San Pedro, bientôt moderne. Le directeur de la Sodexam s'imprègne des réalités de cette infrastructure. Un aéroport rénové, mais face à d'énormes défis. Des solutions déjà envisagées. Jean-Louis Moulot annonce la rénovation des équipements de la plateforme aéroportuaire. 10 réalisateurs ivoiriens au FESPACO, ces cinéastes se préparent activement à participer au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ils sont sur des plateaux de tournage. Ce grand rendez-vous du 7e art africain est prévu du 23 février au 2 mars dans la capitale burkinabé. Le ministre de la Santé a visité récemment les formations sanitaires de l'Ouest. Akaolé était dans les régions du Tonkouy, du Cavali et du Guémon. Il est allé faire l'état des lieux sur le fonctionnement de ces structures. Il a aussi expliqué le programme social du gouvernement en matière de santé. Le reportage de F. Offrir des soins de santé de proximité et de qualité, veiller à ce que tous les établissements sanitaires soient aux normes, donner accès aux couches les plus vulnérables à des soins de santé à travers la SEMU, couverture maladie universelle. Tels sont les objectifs de cette tournée d'explication du programme social du gouvernement en matière de santé. Une tournée entreprise par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à l'ouest du pays. Centre hospitalier régional CHR de Mans dans la région du Tonkouy. Le ministre Akaolé s'imprègne des réalités de fonctionnement de cet établissement sanitaire de référence. Après Mans, Cap-sur-Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. Tous les services du centre hospitalier régional sont passés au peigne fin. Enfin, pour clore cette journée, c'est l'hôpital général de Diokoué dans la région du Guémon qui reçoit la tutelle. Cette tournée d'explication vise à faire l'état des lieux de l'existant afin de mieux orienter les perspectives de développement. Le gouvernement fait de gros efforts au niveau du ministère de la Santé en termes de construction, de réhabilitation et d'équipement. Aujourd'hui, j'ai pu vous dire que plus de 833 milliards de francs sont prévus pour les 3 années à venir, 2019, 2020, 2021. Dans ces conditions, il est bon que le personnel soit mobilisé, car c'est bien le personnel qui va apporter la valeur ajoutée. Pour ce qui est de la couverture maladie universelle, les choses se précisent. En GSI, le programme n'est pas contrarié. Les établissements sanitaires seront aux normes d'ici là. La nouvelle PSP est prête à fournir les médicaments et bien entendu, nous avons la compétence en matière de personnel de santé. Donc nous sommes prêts pour l'échéance qui a été donnée. Prêt pour relever tous les défis, le message du ministre est bien perçu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de santé. Il y a de nouveaux centres qui viennent d'être érigés en l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer le plateau technique. La couverture maladie universelle, ça vient. Tout le monde doit bénéficier des soins, le citoyen lambda qui se trouve ailleurs. Donc c'est tout à fait normal qu'on les mette aux normes. Donc si on a du matériel, le personnel est là, je crois que c'est bon pour la communauté. Tous les établissements sanitaires visités ont reçu chacun un important lot de matériel médical. Santé toujours, 40 chirurgiens ivoiriens orthopédistes renforcent leurs capacités. Ils étaient en formation sur l'orthopédie traumatologique, une session théorique mais aussi pratique. Des patients opérés gratuitement. Des détails avec Salima Toudia. Sabine vient de subir une double opération de la main. Voilà 2 ans qu'elle était à la recherche d'une intervention. Son opération a été suivie via un flux vidéo par 40 médecins orthopédistes venus des établissements sanitaires publics et privés et de la faculté de médecine d'Abidjan. Objectif, suivre les techniques de chirurgie du docteur Stéphane Romano. Une formation théorique et pratique sur la réparation réussie des déficits ou handicaps de la main. Les techniques opératoires diffèrent en fonction des habitudes de service. Et les techniques opératoires diffèrent en fonction des personnes parce que chaque chirurgien peut avoir des particularités, certaines finesses
qu'on apprend justement qu'on apprend en fréquentant beaucoup de chirurgiens, donc c'est toujours un plus. Le premier truc que je retiens, c'est l'enthousiasme incroyable des étudiants. Ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'on sent une soif d'apprendre et les étudiants, les chirurgiens me parlent du manque qu'ils ont d'instruments, de fils, d'éléments, d'équipements, et ça c'est vrai que c'est difficile, et pour nous c'est compliqué de faire des enseignements en sachant qu'une partie des choses que l'on renseigne ne pourront peut-être pas être appliquées tout de suite en Côte d'Ivoire parce qu'il manque des éléments et des équipements pour le faire. En partenariat avec l'hôpital américain de Paris, cette formation est initiée par une structure sanitaire privée de la place qui entend justement contribuer à l'offre de soins que propose l'État. Nous avons commencé à installer ces équipements-là. Il y a des équipements du laboratoire qui sont entièrement installés. Certains équipements d'imagerie aussi qui sont installés. Donc c'est un déploiement qui se fera au fil de l'eau. Sur 12 mois, des duos de médecins et cadres de santé devront effectuer des formations à Paris chaque trimestre afin de mettre à niveau les compétences. Je vous invite à présent dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Cette émission a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur. Albert Mabry-Touakeus a annoncé la réalisation de 14 universités d'ici à 2025. Il appelle le secteur privé à soutenir la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Régis Kofi. Plusieurs sujets au cœur des échanges avec les journalistes de Radio Côte d'Ivoire et ceux de la presse écrite, à savoir les grèves à répétition, les conditions de vie des étudiants et la recherche scientifique. D'entrée de jeu, le ministre Albert Mabry-Touakeus annonce une rencontre très bientôt avec la CNEC, Coordination nationale des enseignants-chercheurs à l'origine du récent mouvement de grève dans les universités publiques et grandes écoles. Pour Albert Mabry-Touakeus, plusieurs défis sont à relever afin de bannir la violence dans les universités. Des efforts sont faits et vont se poursuivre. Nous avons aujourd'hui réhabilité l'ensemble des cités universitaires de Cocody. Cela donne à peu près 6 000 lits. D'ici le mois de juin, nous aurons fini de réhabiliter l'ensemble des cités universitaires d'Abidjan. Ça va doubler le nombre de lits. J'ai vu le Premier ministre vendredi dernier pour que nous voyions une situation opérationnelle pour l'ensemble des universités en utilisant une méthode particulière pour voir si dans un délai de 6 mois, nous sommes capables d'offrir 8 000 lits à l'ensemble des universités. Et sur évidemment les enseignants, des efforts ont été faits aussi pour améliorer leurs conditions de travail. Parlant de la recherche scientifique, le ministre Mabry-Touakeus annonce une augmentation de l'enveloppe destinée au financement des recherches. Il souhaite toutefois l'implication du secteur privé. Le vrai secret de la recherche, ce que nous avons trouvé ailleurs, c'est l'implication du secteur privé. C'est l'implication du secteur privé. Il faut que nous parvenions, donc nous, universitaires, chercheurs, à mettre suffisamment de confiance dans le secteur privé pour que des entreprises viennent à nous avec des idées de recherche, avec des attentes qu'ils sont prêts à financer, nous mettons à travailler. Les grandes universités, les instituts de recherche qui marchent à travers le monde, c'est donc avec le soutien du secteur privé, c'est ça la politique. Donc nous allons nous organiser. Je sais que nous sommes capables de faire l'offre. Maintenant, il faut que nous nous organisons pour mieux communiquer et attirer donc les financements privés. À noter qu'il existe en Côte d'Ivoire 7 universités publiques. Le nombre d'étudiants, lui, est estimé à 250 000. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le programme de décentralisation engagé par le gouvernement devrait permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'une quinzaine d'universités d'ici à 2025. L'aéroport de San Pedro sera bientôt moderne. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la SODEC-SAM. Jean-Louis Moulot était allé s'imprégner des réalités de l'aéroport de cette ville portuaire. Sam Conan, notre correspondant sur place. Cette première visite du nouveau directeur général de la SODEC-SAM de l'aéroport de San Pedro a débuté par le bloc technique qui comprend des bureaux, un atelier radio et une station de météorologie. Ici, Jean-Louis Moulot s'est aperçu de la vétusté de certains appareils. D'autres installations, comme la caserne des sapeurs-pompiers, la guérite de la gendarmerie, la centrale énergie, l'aérogare et le bureau des pistes, ont été également visités. Le directeur général de la SODEC-SAM a eu une rencontre avec l'ensemble du personnel de l'aéroport de San Pedro. Nous avons fait l'état des lieux, également des infrastructures, des équipements. Il y a un projet en cours de mise à niveau justement de ces équipements, de ces infrastructures. Le revêtement de la piste a été refait. Il y a un certain nombre d'équipements également qui seront livrés
prochainement. Donc nous sommes satisfaits. Il y a un certain nombre de difficultés évidemment qui ont été soulevées par les agents en termes de formation continue, de formation initiale également des agents qui travaillent à l'exploitation de cette plateforme aéroportuaire. Nous avons également des préoccupations exprimées en termes de sécurisation de cette plateforme. Nous avons noté les agressions sur le domaine aéroportuaire avec un certain nombre de constructions anarchiques sur lesquelles nous allons solliciter le soutien de l'autorité préfectorale et de l'autorité municipale de San Pedro pour pouvoir sécuriser le domaine aéroportuaire afin de garantir la sûreté et la sécurité également des vols qui desservent cet aéroport. À l'aéroport de San Pedro, l'on constate une baisse des tensions régulièrement, ce qui affecte le trafic. Tout à fait. Nous avons noté l'instabilité de la fourniture de courant électrique, ce qui nous oblige à faire fonctionner de manière plus fréquente les groupes électrogènes qui ne devraient être qu'un instrument de secours, mais qui fonctionnent bien trop souvent, avec comme incidence évidemment une consommation beaucoup trop élevée pour nous, Sodexam exploitants de l'aéroport, en termes de carburant pour faire fonctionner ces groupes. Et nous allons donc remonter ces préoccupations à la compagnie ivoirienne d'électricité. Depuis la réhabilitation de l'aéroport de San Pedro, ce sont 8 vols par semaine avec 700 à 800 passagers. Des chiffres qui pourraient être doublés dans les prochains jours, selon le directeur général de la Sodexam. Dans le domaine du cacao, des producteurs ghanéens subiraient des cas de tracasserie. Pour résoudre la question, une mission de sensibilisation initiée dans les villes frontalières de Bondoukou, Niablé et Abosso. Le Conseil Café Cacao sensibilise les forces de l'ordre. Cela s'inscrit dans le cadre du plan stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le reportage de Noël Niagno. Bondoukou, Niablé, Abosso. 3 villes frontalières de l'Est de la Côte d'Ivoire. 3 destinations pour une campagne de sensibilisation des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de la commercialisation intérieure du cacao, d'éventuelles tracasseries que subiraient les producteurs ghanéens de la part de nos forces de défense et de sécurité. À l'origine de ce doute, le mode de transport de production des paysans ghanéens. Le transport par voie fluviale n'est pas une trajectoire rectiligne. C'est une trajectoire, comme on le dit, sinusoïdale, où par moment on fait des incursions en territoire ivoirien et par moment le fleuve, la Tanoé notamment, se retrouve en territoire ghanéen. Et lorsque ces producteurs ghanéens sont interceptés au niveau ivoirien, il y a ce qu'ils appellent un peu les tracasseries. En réalité, il n'en est rien. C'est-à-dire que lorsque les Ghanéens, nos voisins ghanéens parlent de tracasseries sur le fleuve, il s'agit pour nous d'un simple contrôle. Parce que vous avez des gens qui sont sur le fleuve à des heures, ça peut être à 18 heures par exemple. Donc pour des questions sécuritaires, les forces de l'ordre ivoiriennes les interpellent. Et quand on contrôle leur identité, quand ils prouvent qu'ils sont des producteurs ghanéens, mais les forces de l'ordre les laissent partir, puisque généralement ils ont des cartes de producteurs. L'équivoque levé, il faut tout de même reconnaître la complexité du travail de contrôle des forces de sécurité et de défense aux frontières, surtout que la matérialité de celle-ci n'est pas évidente. Nous avons 7 bureaux, donc 7 voies légales. Mais nous avons des centaines de pistes. Et là, j'avoue que c'est une difficulté majeure. Vous avez je ne dis même pas des villages, mais vous avez des concessions, c'est-à-dire des cours, des maisons qui sont à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc des plantations qui sont à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Vous comprenez que c'est des choses qui ne rendent pas facile notre tâche. Biano est situé dans le département d'Abosso, exactement à 84 km du chef-lieu d'Abosso. Biano compte 41 442 habitants pour 7 villages et 2040 campements. Et nous sommes situés à moins de 30 km de la première ville ghanéenne qui est Dadiesso. Dadiesso et Biano sont comme 2 frères jumeaux parce qu'il y a une forte imbrication au plan historique, au plan économique et au plan culturel entre ces 2 localités-là. On peut affirmer que ces différentes rencontres d'Abosso, de Bondoukou et de Niablé furent des moments de clarification et d'échange pour mieux gérer la déclaration du 26 mars 2018. Déclaration relative à la coopération Ghana-Côte d'Ivoire sur l'économie cacaoyère. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 60% de l'offre mondiale de cacao.
Ils étaient aussi une menace pour les producteurs agricoles. Fin de parcours pour des coupeurs de route. Ils ont sémé la terreur sur les routes de Yamoussoukro pendant environ un mois. Les 4 présumés kidnappés sont tombés dans les filets de la police criminelle. Ils ont été abattus. Le reportage de Kader Sogodogo. Seulement 5 km de Yamoussoukro. Un habitant de ce village, comme tous les matins, se rend à son champ. Sur place, son attention est attirée par des bruits. Un coup d'œil rapide, 4 individus, après avoir fait la cuisine, 2 affaissés et 2 autres causant. Kalachnikov, Kagoul et autres sont bien visibles. Les hommes du préfet de police de Yamoussoukro, le commissaire divisionnaire Youssouf Binaté sont aussitôt alertés. La criminelle boucle le secteur. La sommation est lancée. Des tirs proviennent du champ. La riposte ne se fait pas attendre. 3 corps gisent au sol. Un 4e blessé réussit à prendre la fuite. Ces individus sont des présumés coupeurs de route qui opèrent depuis bientôt un mois sur les routes de Yamoussoukro. Nous avons été alertés par un individu nous informant de ce que des coupeurs de route étaient dans la zone du village de Séman. Donc nous avons conduit des équipages, police criminelle, CCDO, gendarmerie, et nous sommes déportés sur les lieux. Arrivés sur les lieux, nous avons été accueillis par des tirs. Finalement, nous avons pu prendre le dessus. Nous avons pu neutraliser 3 bandits. Un qui a été blessé mais qui est en fuite. Nous avons saisi 128 munitions, une calache, 2 chargeurs, plus 0,4 téléphones portables. Une opération réussie grâce à la bonne collaboration entre forces de sécurité et population civile. Pour l'heure, les efforts continuent pour retrouver le fugitif. Et justement, on vient de l'apprendre, ajoutons que le 4e présumé coupeur de route a été neutralisé. La Cour de justice de la CEDEAO présente ses activités aux populations. Une délégation vient de séjourner en Côte d'Ivoire. Berebe Ouattara, vice-président de cette cour, était l'invité du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de l'entretien. Initialement, la Cour avait été créée rien que pour l'application du droit du traité, les litiges entre États et les litiges entre États et la commission de la CEDEAO. Mais très rapidement, avec la révision de 2005, ils ont accordé des compétences complémentaires à la Cour en ce qui concerne les affaires concernant les violations des droits de l'homme. Mais initialement, la Cour, c'était pour l'interprétation du traité et des autres instruments internationaux qui avaient été adoptés par les États. Et les litiges entre les États ou les États, la Commission. Donc c'était une affaire interne. Et la Cour avait aussi une compétence consultative et une compétence arbitrale. Donc c'est par la suite que la violation des droits de l'homme a été ajoutée aux compétences de la Cour. Toute personne physique et morale. Physique et morale. Parce que le texte ne dit pas personne physique. Donc, toute personne. Donc la jurisprudence a estimé qu'il s'agit aussi des personnes morales. Exact. Qui estiment que ces droits ont été violés peut saisir la Cour pour faire valoir ses prétentions. Il n'y a pas moyen de faire appel, il n'y a pas moyen de faire pourvoi en cassation. La Cour statue en premier et dernier ressort. Ces décisions sont définitives, exécutoires, s'imposent aux États qui se sont engagés à les respecter et à les exécuter. Et chaque État doit désigner en interne l'autorité chargée de l'exécution des décisions de la Cour. La 26e édition du FESPACO se tient du 23 février au 2 mars. 10 réalisateurs ivoiriens vont participer à ce festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ces cinéastes préparent ce grand rendez-vous du 7e art africain. Un certain répète sur des plateaux de tournage. Vous allez le voir dans ce reportage de Serge Coléa. Ils affichent leurs ambitions. C'est une jeune passionnée de production que nous rencontrons en plein tournage dans la commune de Cocody. Meliou Akreloba est la réalisatrice de la série télévisée Blog. Blog est une série télé qui parle d'une maman à la retraite qui s'ennuie et qui décide de devenir une blogueuse. Donc elle ouvre un blog et elle commence à parler de tout ce qui se passe autour d'elle.
Sa série télévisée de 12 épisodes la propulse au devant de la scène du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est vraiment la RTI qui a cru en ce projet. Vous savez, quand on est nouveau producteur, les gens n'ont pas forcément confiance, on ne sait pas est-ce que vous faites des choses de bonne qualité, est-ce que vous êtes fiable. Et on espère vraiment au FESPACO avoir de bons retours sur des professionnels du métier, des professionnels du cinéma. En attendant le FESPACO, les réalisateurs ivoiriens en compétition ne chôment pas. Chaque année, je fais au moins une série, sinon je produis au moins un film, sans subvention, et j'avance. Et sans crier ou sans me plaindre, je continue de faire la promotion du cinéma ivoirien. Alain Guikou poursuit le tournage de la série Les coups de la vie. Ce programme de 105 épisodes raconte 9 histoires tirées du roman Les coups de la vie de la journaliste Anzata Ouattara. Amour et mensonge, une de ces histoires est retenue dans la catégorie série télévisée. Moi, en tant que réalisateur, il y a eu de l'expérience, il y a eu du vécu. Et aujourd'hui, on me dit que mes programmes évoluent. Et donc, j'espère qu'on peut revenir avec quelque chose. En documentaire court-métrage, Sita Siduye, alias Fatou Sticker, prépare activement le FESPACO. Avec son documentaire, L'énergie, défi de survie à Nanagoun. Un coup d'essai réussi qui nourrit davantage ses ambitions. Je vais au FESPACO avec l'intention de gagner d'abord. Ensuite, j'ai 2 longs métrages et j'ai 2 courts métrages également en fiction qui sont déjà prêts aussi en scénario. Donc, je vais dans le but de trouver des financements, de croiser des gens, des réalisateurs. Au total, 10 réalisateurs vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au FESPACO. Le calendrier culturel, c'est aussi à Oulaba 2019. Ce concours de beauté est lancé, 16 phases de présélection à partir du 16 mars. La finale aura lieu le 3 août. Des détails avec Issa Chonayeo. Et revoilà le concours à Oulaba. 16 étapes pour les phases de présélection vont marquer cette 13e édition qui vient d'être lancée à Cocody. Le concours à Oulaba valorise les canons esthétiques propres à l'Afrique. À travers la Oulaba que nous tirons la beauté africaine. Nos cultures commencent déjà par les belles femmes, rondes, avec de jolis pieds. Moi, j'ai été très heureuse de porter la couronne pendant l'année 2018. Le concours à Oulaba fait la promotion de la belle femme qui a déjà eu des maternités. C'est-à-dire avoir des maternités puis rester belle. C'est ça, la belle femme africaine. Au-delà de l'esthétique et de la plastique féminine, le concours sensibilise sur des sujets d'importance pour les populations. Cette année, le thème du planning familial est retenu pour informer davantage sur l'espacement des naissances. Nous parlons de dividende démographique. Et ce dividende démographique ne peut être possible qu'avec le planning familial. C'est-à-dire quoi? Nous disons que nous sommes dans une société où vous avez la population qui croît plus vite que les ressources. Alors, si nous ne maîtrisons pas cette population, quelles que soient les ressources dont nous disposons, il sera difficile pour nous, n'est-ce pas, de satisfaire les besoins de nos populations. Créé en Côte d'Ivoire, le concours à Oulaba fascine des personnes au-delà des frontières. Ça renforce le statut de femme dans la société. Et la deuxième chose, je pense que ça promouvoit la culture ivoirienne, la culture africaine. Nous avons offert 2 billets pour ceux qui vont gagner pour une semaine à visiter la Terre Sainte en Israël. Pour cette 13e édition, une surprise de taille attend l'heureuse gagnante. Un opérateur économique promet une voiture à la Oulaba 2019. Les présélections sont prévues du 16 mars au 22 juin 2019. La finale se déroulera le 13 août prochain. Une Afrique portée sur la transformation de ses produits. Pour y parvenir, il faut activer ce qu'on appelle l'économie du savoir. La question était au centre d'une rencontre. Elle est initiée par l'ASCAD. Les explications de Franck Quadio. L'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD reçoit cette nouvelle rubrique pour agiter la pensée. Selon le professeur Antoine Ouassepo, président de l'ASCAD, ces rencontres participent de la volonté de l'institution
de renforcer la documentation des académiciens sur des questions actuelles, mais surtout d'activer l'exercice de la pluridisciplinarité. L'invité du jour est un prêtre jésuite, mais surtout un économiste expert. François Kabouré s'intéresse à la question du financement, à la transmission du savoir en Afrique à l'ère de l'économie de la connaissance. Ce qui fait la puissance et la prospérité des nations, ce n'est plus la matière première, mais la valeur ajoutée créée à partir de ces matières premières-là. Et donc, du coup, c'est très important parce que si nos pays continuent à se spécialiser seulement dans la matière première, nous restons en fait dans une partie très infime de la chaîne de valeur produite, disons, dans la chaîne de production dans le monde. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la matière première, mais plutôt la valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation, encore mieux que la production, voire la consommation. L'économie de la connaissance est basée sur au moins 4 piliers. Le premier, c'est l'éducation, parce qu'il s'agit de former le capital humain, ce qui permet aux individus, aux personnes, d'être capables de transformer la nature et de maîtriser la nature. Ensuite, il faut aussi un système d'incitation, parce que si effectivement les gens n'ont pas d'intérêt, ou bien celui qui s'investit dans la valeur ajoutée se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui tire cette valeur-là, qui en profite plus que lui, à la fin, la personne ne va pas investir, d'où l'intérêt par exemple de la propriété intellectuelle. Rappelons-le, le docteur François Kabouré est le deuxième invité de l'ASCAD Rissois. La première rencontre s'est intéressée à la question des études prospectives Côte d'Ivoire 2040. Ce soir, nous faisons un tour du monde en information. Nous verrons ce qui a marqué l'actualité cette semaine. D'abord, le Sénégal avec une campagne présidentielle émaillée de violence. Le 7 sur 7, Odion Télé, Soro, Sidonie Davila. Des violences opposant des partis de Macky Sall et ceux du PUR, le parti d'Issa Sall, ont éclaté lundi à Tabagunda, dans l'est du Sénégal. Environ 6 morts et de nombreux blessés, notamment des journalistes. Les candidats appellent au calme. Le procès des indépendantistes catalans s'est ouvert mardi devant la Cour suprême espagnole. 12 leaders politiques soupçonnés comparaissent pour avoir tenté d'arracher par la force la partition de la Catalogne selon le procureur général. Tous encourent des peines très lourdes. Ce procès, qui durera au moins 3 mois, pourrait accentuer les tensions politiques entre Madrid et Barcelone. Au moins 40 personnes ont perdu la vie mercredi dans le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Niger à Dosso, dans le sud-ouest du pays. La pirogue transportait plus de 100 personnes et seules 64 ont été secourues. La police et les forces navales poursuivent les recherches afin de retrouver les personnes disparues. Après une semaine de manifestations violentes, le président haïtien Jovenel Moïse est sorti jeudi de son silence. La rue, elle, ne se calme pas. Depuis plus d'une semaine, ils sont nombreux ces Haïtiens qui réclament son départ de la tête du pays. Le président haïtien assure qu'il finira son quinquennat. Le président américain Donald Trump a signé vendredi l'état d'urgence pour permettre le financement du mur à la frontière mexicaine. En contrepartie, le Congrès américain devrait approuver le compromis budgétaire pour éviter un nouveau shutdown adopté par le Sénat et la Chambre des représentants. La construction du mur entre le Mexique et les États-Unis est une promesse de campagne de Donald Trump. Quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote samedi, la Commission électorale du Nigeria estime qu'il n'est pas possible d'organiser le scrutin dans les conditions actuelles. Les élections présidentielles, législatives et sénatoriales se tiendront finalement le 23 février prochain. Les raisons de ce report, des problèmes logistiques selon la commission électorale qui indique que c'est une décision qui devrait permettre de garantir la tenue d'élections libres et transparentes. Ce dimanche, Juan Guaidó, président autoproclamé du Venezuela, appelle à une mobilisation de la population.
Une façon de convaincre l'armée de laisser entrer l'aide humanitaire dans le pays, bloqué depuis 10 jours à la frontière mexicaine. Le président Nicolás Maduro campe sur sa position. Il dément l'existence d'une crise humanitaire et refuse l'entrée de cette aide américaine, considérant qu'il s'agit d'un premier pas vers une intervention militaire des États-Unis. Ce tour de l'actualité internationale met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.